Et bonjour YouTube, vous le voyez, le téléphone est là, c'est qu'aujourd'hui on a une vidéo un peu attendue par pas mal d'entre vous. Je vous en avais parlé il y a de cela 6 mois sur Twitch pour ceux qui me suivent. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch puisque on live tous les jours sur cette plateforme ou presque. Aujourd'hui il fallait aller voter évidemment. J'ai mis la main sur des magazines Dragon Blanc. Hop, on va passer directement cet écran-là. Les magazines Dragon Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont des joueurs un peu plus récents, c'était la manière de se documenter sur Yu-Gi-Oh! Il y a de cela plusieurs années, ça avait commencé en 2008. C'est en 2008 que j'ai commencé à être recruté par cette équipe et sponsorisé. Donc sponsorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on était défrayé pour aller en tournoi et pour les repas. Et à côté de ça, bah, du coup, on était rémunéré pour écrire dans ce magazine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce magazine, du coup, était tenu par une société qui s'appelait Play Factory, qui, du coup, faisait écrire la team Dragon Blanc dedans. Donc, vous connaissez forcément Yoann Descamps, Alain Lee, Stéphane Gueb, moi-même. Et bah, l'idée, c'est que c'était très très pratique parce qu'en plus, du coup, d'être défrayé pour aller en tournoi, on était également rémunéré pour les articles qu'on écrivait. Alors, je sais plus si c'est une question de loi, mais il me semble que il y avait un délire comme quoi ils pouvaient pas faire un magazine 100% Yu-Gi-Oh! Il me semble. Et en gros, ça se vendait à l'époque 5,50 €, mais vous aviez un booster avec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'achetaient souvent pour les boosters. Pour la petite info, à l'époque, pour la presse de cette tranche d'âge-là, je me rappelle que ça cartonnait et qu'on nous avait remonté une statistique comme quoi seul le journal de Mickey était devant. Alors évidemment, bien loin devant, puisque le journal de Mickey est un journal extraordinaire. Mais donc du coup dans Dragon Blanc il n'y avait pas que du Yugi, puisque du coup il n'y avait pas 100% Yugi. Il y avait des fois du Magic, du Wakfu, il y avait des fois du Hearthstone après quand il y a eu le boom d'Hearthstone évidemment. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo où je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissaient, où je vous balade dans un petit côté nostalgie. Donc comment ça se présentait ce genre de magazine? Donc là il y avait tous les gens qui participaient. Là il y a mon nom qui est là, c'est facile à voir puisque mon nom est évidemment le code Wi-Fi qu'il y a derrière votre Freebox, Orange Box ou whatever. Et donc l'idée c'est que vous aviez pas mal d'actualités sur Yu-Gi-Oh! Je vais vous partager un peu des petits insights sur comment ça se passait. Parce que j'écrivais une très grande partie du magazine, pour être tout à fait franc, parce que globalement, Yoann à l'époque travaillait, Alain faisait des études, et moi globalement je faisais que jouer. Donc les moments où je ne jouais pas, finalement je continuais à m'intéresser à Yu-Gi puisque j'écrivais. Donc du coup, vous aviez évidemment un sommaire. Là, il y avait les questions de lecteurs. Alors, c'est moi qui répondais aux questions. Il y avait un certain pattern évidemment puisque le personnage qui répondait c'était ce personnage là, le personnage de Hugo qui du coup se baladait avec le dragon blanc. Et donc l'idée c'est que parfois ça arrivait qu'il n'y avait pas forcément assez de questions pertinentes donc on me demandait d'en créer. Je sais pas si je suis censé dire ça mais en vrai c'était il y a 10 ans, ça va, c'est bon, on peut poucave maintenant. Et du coup c'était la partie vachement sympa parce que ça reliait entre guillemets la communauté du magazine et les joueurs. Il y avait évidemment beaucoup de publicité, des concours à l'époque pour remporter des boosters. Il y avait également les réponses aux puzzles d'avant, ça je vous en parlerai, pareil c'est moi qui les faisais. Je vous montrerai un peu, c'est des puzzles Yu-Gi-Oh! Il y a les gens qui envoyaient du coup leurs petites annonces, puisqu'à l'époque... Alors à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas... Enfin, on n'était pas très Facebook, tout ça, côté Yu-Gi-Oh! C'était des forums, un peu comme... je sais pas moi, pour ceux qui lisaient les scans sur Captain Naruto, voilà. Petit signe au vrai, dites-le dans les commentaires, vous connaissez les bails, le Kakashi Gaiden, tout ça. Bah, les gens qui cherchaient des cartes, du coup, passaient des annonces là-dedans en laissant évidemment leur numéro de téléphone. Alors, on parle d'un truc il y a plus de 10 ans, donc évidemment, c'est tranquille. Et du coup, on avait la page news. Alors ça, c'est pareil. Donc en gros, comment ça se passait? Donc ça, pareil, c'est moi qui le faisais. Le but était tout simplement d'annoncer un peu les nouveautés du jeu. À savoir que, de manière générale, bah, ce qui se passait, c'était annonce des sorties de cartes, annonce des sorties de tournois, et également annonce potentiellement des trucs genre les mangas ou autres. En général, ce que je faisais, c'est que je faisais paragraphe 1, 2, 3, 4, et à côté, je mettais des petits encarts qui nécessitaient évidemment beaucoup moins de caractère. Du coup, c'était très sympa. Alors, si vous voulez parler... Ah, peut-être qu'il y en a qui veulent tout de suite parler d'argent. En termes de rémunération, c'était payé 0,015 centimes le caractère. Mais le caractère, c'est pas forcément une lettre. Voilà. Donc voilà, je vous laisse un peu réfléchir, mais voilà. Donc il y avait évidemment des news aussi sur Magic, pour les fans de Magic. À savoir que cette même boîte tenait un magazine qui s'appelait Lotus Noir également, qui était tenu par les meilleurs joueurs de Magic. Il y avait Guillaume Matignon notamment, Guillaume Wafotapa qui écrivait dedans. Ça m'arrivait d'écrire des articles dedans également quand il y avait un peu de Yu-Gi-Oh! Mais du coup, l'idée, c'est que en gros, cette société, elle avait craqué le truc parce que elle avait récupéré tous les meilleurs joueurs de TCG
Et à côté de ça, bah, elle leur permettait d'écrire des articles. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très très cool. Après, évidemment, ça parle un peu de jeux de société parce que de manière générale, les joueurs qui ont tendance à jouer dans tout ce qui va être, jeu de cartes, souvent s'intéressent à ce genre de trucs. Moi, j'avoue que ça me dérange pas de jouer à des jeux de société, mais je suis pas forcément un aficionado. À côté de ça, des news manga et autres, c'est évidemment pour des histoires de ratio, même si la majorité du magazine était consacrée à Yu-Gi-Oh! Des news jeux vidéo, ça c'est pas du tout ma partie. Là, ici, il y avait en général un grand format. Alors, c'était un bimensuel. Non, bimestriel. Bimestriel, je crois que c'est qu'on dit. Bimestriel, du coup, le magazine. Donc, en général, il y avait une grosse présentation qui, en général, prenait 3 à 5 pages sur l'extension. C'est vraiment le gros bloc. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas parce qu'on était vraiment que sur de la présentation de carte et je pouvais pas forcément tout faire. Et du coup, des fois, il y avait des joueurs qui étaient extérieurs à la team qui faisaient ces articles. Là, typiquement, on voit que c'est noté Evanico. C'est un joueur qui habitait du coup dans le nord. Je crois qu'il était de Lille de mémoire. Et qui faisait ces présentations-là. Le but était tout simplement, avant qu'une extension sorte, de faire les présentations des cartes avec potentiellement un petit top des monstres ici pour conseiller si les gens l'ont dans leur booster. Typiquement dans TSHD, Hamsom Sabre X c'était une des meilleures cartes. Le top des pièges, le top des magies, et du coup une présentation par archétype, voir un peu ce que ça fait, avec des images des cartes, de façon à ce que les gens puissent potentiellement voir un peu ce que ça donne. On a même le petit copyright ici, Yu-Gi-Oh! Alors je sais pas du tout à quel point Konami était relié à ça ou pas. Parce que moi du coup, quand j'avais besoin de trucs pour mes articles, je demandais directement à Abyss Corp à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, je ne parlais pas finalement aux gens de Konami directement. Peut-être parce que j'étais un joueur, je sais pas. Et du coup, je savais pas du tout comment ça se passait. Donc là, ici, un autre article sur tout ce qu'il faut avoir, comment récupérer les meilleures cartes et autres. Ça, c'était pareil. Des petits articles un peu utiles pour les joueurs. Et là, on commençait à attaquer le compétitif. Donc le compétitif, en général, c'était mon dada à moi. Là, typiquement, on a le championnat de France 2010. Avec ici la liste des joueurs qui étaient qualifiés pour le championnat d'Europe en 2010 parce qu'il n'y avait pas énormément de Français, c'était pas open comme maintenant. Il fallait être dans les meilleurs. Donc là, on voit qu'il y avait 24 Français. Peut-être des noms que vous reconnaissez. Après, peut-être qu'avec le truc HelloFresh, vous ne les voyez pas. Je vais le mettre là. Là, typiquement, voilà, vous avez les 24 noms des Français qui étaient qualifiés à ce moment-là. Vous avez ce bon vieux Nadir ici, regardez-moi ça. Nadir avec une chemise dans magnifique il y a 10 ans. Avec ici le championnat de France Dragon Duel. Ici, le championnat de France DS qui qualifiait évidemment au World directement. Et du coup, voilà, des photos, des articles qui présentent un peu comment ça se passait. Et donc, c'était évidemment très sympa. Ici, on voit le deuxième magazine qui était édité par évidemment la même boîte. C'est Maniac. J'écrivais dedans aussi, mais c'était... Bon, globalement, Maniac, les gens ne lisaient pas ce qu'il y avait dedans. On va être très très fort. Les gens, ils achetaient pour des images et des boosters. Ici, pareil, présentation d'archétypes, les cloches de feu. Tout simplement pour permettre aux gens de ne pas être trop perdus. Là, présentation d'archétypes beaucoup plus méta, ça m'étonnerait pas que ce soit moi qui ai écrit ça. Pour le coup, Infernité qui était évidemment un des meilleurs decks à cette période-là. Alors pas exactement à cette période-là, mais en tout cas c'était un des decks les plus complets. Voilà, typiquement là je suis là. Et donc l'idée c'était tout simplement de permettre aux gens de comprendre le deck. Alors ça c'était un truc que j'ai... ça c'était un truc qui était plus informatif qu'autre chose. Je sais que beaucoup de gens faisaient des mèmes là-dessus. C'était la cote Yu-Gi-Oh! Donc en gros les gens s'amusaient... Enfin s'amusaient. En gros l'idée c'est qu'il y avait des cases, vous pouviez remplir entre guillemets ce que vous aviez dedans. Je vais peut-être essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Là vous voyez peut-être un peu mieux. Et donc en gros l'idée c'est qu'il y avait une cote approximative à côté des cartes. Alors moi j'ai jamais voulu toucher à ça parce que ça n'a jamais été un côté de Yu-Gi-Oh! Qui m'intéressait trop. Mais c'est vrai que souvent des fois les cotes étaient un peu à côté de la réalité. Mais ça permettait potentiellement aux joueurs de réfléchir à tout ça. Donc c'était relativement sympa. Ça s'appelait la cote Dragon Blanc à l'époque évidemment. Avec les raretés des cartes et dans quelle extension se les procurer. Évidemment il y avait pareil pour Magic. Que Magic était également présent dans le magazine. Là typiquement on voit un petit article sur une extension, l'ascension des Eldrazi évidemment, et on parle pas du paparazzi, avec évidemment des présentations de decks et des listes de cartes. Magic on va passer, hein. Wakfu pareil, beaucoup de respect hein, pour Wakfu, c'est très bien, on adore la carte Katsumi évidemment, mais voilà, on nous laisse tranquille, merci. Et là on arrive, voilà, alors ça c'était un truc que je faisais aussi, c'était les puzzles. Donc en gros le but des puzzles c'était que vous deviez résoudre une situation donnée et deviner quelle est la carte mystère.
pour pouvoir tout simplement battre votre adversaire dans le tour, malgré le fait qu'il avait potentiellement, par exemple ici on voit qu'il a un Gorz en main et qu'on a ces deux-là, il faut trouver quelle est la carte de l'extra deck qui nous fait gagner. Et en gros l'idée c'est que si vous trouviez les 3 cartes mystères, vous pouviez envoyer une lettre du coup aux locaux de Dragon Blanc et vous étiez tiré au sort pour gagner des boosters. Donc là on voit que c'est des packs Jaden. Donc voilà, honnêtement c'était très sympa. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient, mais je sais pas, j'aurais pas moyen de vous donner le nombre de gens qui participaient à ce genre de concours à l'époque. Là ici la section deck doctor, donc à l'époque on avait évidemment un vrai deck doctor, sauf qu'au final vu que c'était moi qui faisais tout à la fin, on a mis Jaden, hein, voilà, donc voilà, en fait Jaden c'était moi. C'est qui Jaden? C'est moi. Qui corrigeait les decks, donc l'idée c'est qu'il y avait plein de... Alors c'est une époque encore autre hein, de Yu-Gi-Oh! Une époque où il y avait un renouvellement de joueurs avec des jeunes qui s'inscrivaient au jeu tout simplement parce que il y avait un animé et donc c'était plus facile de renouveler les joueurs. Et donc l'idée c'est qu'on avait la version du deck avant, qui était envoyée ici également, et à droite il y avait tout simplement mon analyse ici et la correction après. Le but étant évidemment de ne pas forcément mettre les meilleures cartes et de tout simplement faire en sorte que ce soit abordable pour les jeunes joueurs pour récupérer les cartes. Donc là par exemple, je sais pas... Là, on voit qu'on a un deck haut qui a été fait notamment avec le structure deck. Bah, tout ce que j'ai fait, c'est pas forcément mettre les meilleures cartes, c'est j'ai ajouté des trucs pour stabiliser le deck, comme les terrains, comme les autres grenouilles, et c'est pas des cartes qui étaient forcément très très chères à l'époque. Donc là, évidemment, on a une partie un peu moins sérieuse. Là, on a une partie un peu plus tryhard, où du coup, je vais pouvoir tout simplement mieux conseiller les joueurs parce qu'ils ont un autre objectif. Et du coup, la partie deck doctor, c'était très sympa. Il y avait énormément à l'époque de jeunes qui envoyaient du coup leur deck et c'était vraiment très sympa. Il y avait également des concours ici où vous aviez tout simplement moyen de répondre à une simple question, hein. Vous mettez votre nom et vous pouviez envoyer. Derrière, les decks qui sont mis en avant par l'extension. Donc ça, c'était une section où en gros, là, on voit TSHD. Le but était de montrer des listes de decks qui n'étaient pas forcément, les meilleurs, mais qui avaient pour but de mettre en avant ce que voulaient mettre en avant les cartes de la nouvelle extension. Là, typiquement, FTK Frog, évidemment, qui avait gagné les Worlds cette année-là. Le nouveau Blackwing avec carte plume noire qui était sorti dans cette extension. Le anti-méta Electro qui, MDR, m'avait battu en top de l'Europe quelques années plus tard. Et le deck Genex. Et derrière, voilà, on va voir la section deck de tournoi. Là, typiquement, on a le deck avec lequel j'ai gagné le France DS qui m'a emmené au World en 2010. C'est le seul tournoi de ma vie où j'ai gagné avec GB. C'est assez marrant de retrouver cette decklist dans laquelle du coup je jouais 19 pièges avec évidemment 2 Starlight Road qui étaient très importantes. À côté de ça, on a ici un deck de champion national, donc Xaber, un OTK/FTK avec Life Equalizer et Wall of Revealing Light, parce que oui, les FTK existaient à l'époque, même si certains pensent qu'on joue au Uno. Et du coup, un deck Herald, alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Machine, parce qu'en gros, le deck Herald, à cette époque-là, profitait de ce rituel-là et des monstres normaux pour profiter de Hara. Donc Hara, c'était Art of the Ritual Art, donc en français, Art du rituel avancé. Ici, des decks à thème autour du feu, parce que oui, en 2010, déjà, on jouait feu, MDR, comme quoi, finalement, on n'évolue pas tant que ça. Et une page combo. Alors, la page combo, c'était la page la plus dure à faire, je me rappelle, je galérais, parce que finalement, c'est pas vraiment des combos, mais c'est des associations de cartes qui fonctionnent entre elles. Genre, typiquement, bah voilà, Quick Draw plus Dandelion qui donne Garif Horror. Donc ça, c'est vraiment énormément de nostalgie. Des combos, évidemment, un peu sur Magic aussi. Et des decks Wakfu. Et on arrive à la fin de ce magazine. Et un truc qui était vachement bien à l'époque, du coup, parce qu'il n'y avait pas forcément trop moyen de se documenter sur Internet, c'est qu'on avait des sections permettant de se renseigner sur les tournois. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que les boutiques elles-mêmes, typiquement, là, vous le voyez avec le Repère du Dragon de Paris et le Labo de Merlin, du coup, de Poitiers, elles envoyaient du coup des informations sur les tournois qu'elles allaient organiser. Et donc en gros, ça permettait aux gens d'avoir des dates pour savoir tout simplement où il y avait des tournois et comment s'y rendre et à quel prix. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment pratique à l'époque. Donc globalement, c'était le moyen de se documenter à l'époque sur Yu-Gi-Oh! Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui connaissent, qui ont connu. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas du tout et qui trouvent ça cool / pas bien, je ne sais pas. Et du coup, petit rappel évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Si vous voulez qu'on en fasse peut-être d'autres, ça peut être relativement sympa. Mais encore une fois, voilà.
c'est vraiment des très très bons souvenirs. C'est une boîte qui m'a permis de commencer à travailler finalement, qui également m'a permis de voyager, qui m'a permis de continuer à pouvoir entre guillemets gagner, parce que typiquement l'YCS que je gagne, c'est Dragon Blanc qui me paye l'aller-retour, donc je serai toujours reconnaissant envers ces gens-là qui sont des gens super top. Alors là comme ça j'en ai en tête, mais Olivier, Rodolphe, Vincent, Tatiana évidemment, même si ils ne verront jamais cette vidéo. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, nous on se redonne rendez-vous demain. Demain c'est le mois de juillet, il y a un gros programme sur Twitch qui arrive en préparation du championnat d'Europe. On sera en live tous les jours à partir de midi avec du gameplay jusqu'au championnat d'Europe qui se déroulera le 26. Ça va être un très 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 gros mois, donc voilà, n'hésitez pas à passer, prenez soin de vous, des bisous.